Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo du chapitre 7 où on s'intéresse à faire une sorte de catalogue des patrons de conception qu'on a à disposition pour de la conception objet. La vidéo d'aujourd'hui, elle va s'intéresser aux patrons de conception qui sont structurels, donc comment on fait pour organiser les objets entre eux. On va commencer par l'adaptateur, qui est un des plus classiques en organisation de nos objets. L'idée du patron adapteur, c'est d'être capable d'intégrer du code entre différentes API hétérogènes. Donc, on a du code qui réalise une interface X et elle attend une instance d'un type qui n'est pas le type qu'on a à disposition. Pour concrétiser ça, vous pouvez imaginer qu'on parle de prises électriques dans le monde. Si vous traversez l'Atlantique, eh bien, les prises électriques dans le mur sont plus les mêmes, que vous soyez en Europe, que vous soyez au Royaume-Uni, déjà là, c'est pas les mêmes, et c'est pas les mêmes prises non plus qu'en Amérique du Nord, c'est pas les mêmes prises qu'en Asie. Donc on a plein de problématiques pour faire en sorte que structurellement, eh bien, nos appareils d'ici puissent être branchés dans des prises qui sont potentiellement pas avec la même forme. Il y a aussi des problématiques de voltage et ce genre de choses. Donc l'intention du patron adapteur, c'est de convertir une interface en une autre. C'est vraiment ça, l'idée c'est d'adapter un objet à l'interface qui est vraiment attendue. Donc ça a pour objectif de faire collaborer des objets. On a des objets qui ne savent pas s'envoyer les bons messages, donc le compilateur refusera de les faire se parler entre eux, et on va donc rajouter une espèce de couche de glue entre les deux pour faire en sorte de les brancher et qu'ils puissent se parler. Et ce qu'on veut aussi, c'est donc garantir une certaine évolutivité sur les éléments adaptés. On veut qu'eux puissent continuer à vivre leur vie, et simplement, au moment où ils ont besoin de se faire passer pour une prise de courant européenne alors qu'ils sont une prise de courant américaine, eh bien, on a la possibilité de les adapter pour qu'ils rendent le service. Comment ça se représente d'un point de vue UML? Et là, on est sur quelque chose de structurel. Eh bien, on a un client qui utilise une interface cible. Et cette interface cible, elle dit par exemple qu'elle répond à quelque chose qui est request. Donc elle sait répondre à un message request, et puis il existe des objets concrets qui sont des instances qui réalisent cette interface et qui donnent cette méthode request comme attendu par le client. Et puis on a aussi nos objets à nous, donc les objets adaptés, adaptee, qui savent pas répondre à la méthode request. Ils savent pas répondre, ils savent pas recevoir un message qui s'appelle request. Ils savent recevoir un message qui s'appelle my very specific method. Donc bien évidemment, le client ne peut pas parler directement à l'adaptee parce que le client il ne connaît que l'interface cible. Donc ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va définir un adaptateur, qui est notre classe adapter, qui va pointer vers l'objet adapté. Et ce que va faire l'adaptateur, c'est tout simplement donner la méthode request, et cette méthode request, eh bien, il va potentiellement faire des trucs avant et après l'appel de la vraie méthode sur l'objet adapté. Alors comme là on est sur une utilisation comportementale, eh bien, on va regarder ce que ça donne d'un point de vue comportemental, avec un diagramme de séquence. Donc si j'ai mon client qui parle directement à un objet du bon type, eh bien mon client il envoie un request, et puis ça marche bien, on lui répond. Et maintenant, si mon client veut parler avec adaptee, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer request à l'adaptateur, qui va potentiellement faire des choses pour adapter la requête. Ensuite, il va vraiment parler à l'objet adapté, récupérer son résultat, potentiellement faire des choses pour traiter la réponse et la mettre dans le bon format qui est attendu par le client. Comment on peut utiliser ça dans le code? Eh ben, on peut imaginer par exemple qu'on cherche à faire du dessin graphique, puis on a une classe line qui sait dessiner un segment, donc entre un point x1, y1 et puis un autre point x2, y2. Donc ça c'est quelque chose de classique pour représenter des lignes. Et puis on a la notion de rectangle, et puis pour dessiner un rectangle, ce qu'on fait, c'est qu'on donne juste le x, y du point en haut à gauche, et puis on va donner sa largeur et sa hauteur. Et à partir de là, on est capable de représenter, non pardon, en bas à gauche, oui, on est capable de dessiner tous les traits qui vont bien à partir de là. Mais l'interface qui est attendue, c'est l'interface shape. Et l'interface shape, elle prend en paramètre draw, un x, un y, un z et un j. Si on réfléchit en termes de typage, ça match, hein. C'est-à-dire que là, c'est bien un x, un y, un z et un j, mais en fait, le draw là, il représente plutôt ce qui se passe sur une ligne. Donc pour représenter, pour dessiner ce que c'est qu'une ligne. Dans notre cas,
ce qu'on va faire, c'est que pour adapter notre rectangle et qu'il devienne une forme, eh bien, on va fabriquer un adaptateur de rectangle à qui on va passer le rectangle en paramètres. Et cette shape, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, quand on va lui demander draw x1, y1, x2, y2, elle va trouver, donc elle va adapter la requête qu'on lui a demandé au point le plus en bas à gauche de notre ensemble de points. Et puis elle va fabriquer le vrai dessin en utilisant la méthode draw du vrai rectangle. Donc elle va choper le bon x, le bon y, qui est le point en bas à gauche, fabriquer la largeur, fabriquer la hauteur, et appeler la méthode draw de l'objet adapté. Et ce qu'on voit bien, c'est que là, on est bien conforme à cette interface-là, qui prend x1, y1, x2, y2. Donc on est conforme à shape, mais par contre, on a adapté shape pour faire en sorte que... Enfin, on a adapté rectangle, pardon, pour faire en sorte qu'il soit conforme à l'interface de shape. Les conséquences immédiates de l'adapteur sont qu'en fait, on va avoir l'intégration très facile d'interfaces potentiellement très exotiques et qui ne sont pas du tout celles que nous, on attendait. D'accord? Ça va nous permettre de faire rentrer le monde extérieur dans ce que nous, on a défini et ce qui nous permet de travailler. Bien évidemment, tout a un prix, et la notion d'adaptateur, elle nous donne un code d'adaptation qui est potentiellement crado, parce que ben, c'est une logique d'adaptation, on va devoir changer des trucs dans des requêtes, on va devoir tripatouiller dans des objets pour aller retomber sur nos pattes et faire en sorte que ça s'intègre bien chez nous. Donc on est vraiment dans ce qu'on appelle du code de glue, en fait, on est en train de coller des trucs ensemble. C'est très difficile d'adapter une famille de produits, c'est-à-dire qu'on sait adapter un élément, au même titre qu'on sait faire une fabrique pour obtenir un élément, adapter un élément c'est pas très dur, mais on n'a pas vraiment de bonne généralisation réutilisable de comment on fait des adaptations à l'échelle de toute une famille de produits, ce qui est potentiellement un problème, parce que souvent on a des familles de produits, et puis ça marche très peu, très pas vraiment bien en fait, quand on est sur une hiérarchie de classes aussi, c'est-à-dire comment on fait pour adapter une hiérarchie de classe, bah souvent il faut adapter tous les types concrets, donc tous les sous-types, et on ne peut pas le faire au niveau de la plus grosse abstraction, donc c'est potentiellement quelque chose de très invasif à faire et qui demande pas mal d'efforts quand on doit adapter des trucs un peu gros. Mais c'est un peu logique parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de magie en fait. Si on a des éléments un peu gros qu'on doit intégrer dans notre système, eh bien l'effort va être un peu gros relié à la taille des éléments qu'on veut intégrer dans notre système. Où est-ce qu'on peut rentrer la notion d'adaptateur dans la vraie vie? Très classiquement, ça arrive quasiment tout le temps quand on travaille sur des espaces standards et qu'on va vouloir passer d'un standard à un autre. Typiquement, on cherche à transformer des espaces de couleurs. Vous avez, pour gérer de la couleur, vous pouvez le faire avec le modèle Red, Green, Blue, ou vous pouvez aussi le faire avec le modèle CMYK. Et ben, cette représentation des couleurs, passer de l'une à l'autre, c'est simplement des transformations mathématiques pour obtenir les bons éléments. En système distribué, quand vous faites communiquer des applications entre elles, eh bien, tout le temps, vous vous retrouvez à devoir mettre des adaptateurs parce que vous devez faire rentrer dans votre système ou communiquer avec des systèmes externes sur lesquels vous n'avez pas la main et sur lesquels vous ne pouvez pas contrôler leurs interfaces. Donc, si vous intégrez directement leurs interfaces dans votre système, eh bien, vous devenez dépendant du monde extérieur, ce qui est dangereux. C'est un peu le principe de marionnette, hein, c'est-à-dire que si eux changent leur interface, vous devez vous aussi changer votre code, ce qui ne fonctionne pas bien. Donc, on va chercher à faire des adaptateurs qui vont faire la traduction entre notre système et puis le système extérieur. Et c'est typiquement ce qu'on voit dans ce qu'on appelle les architectures hexagonales, qui ont été très très popularisées par le paradigme microservice. Et en fait, dans les architectures hexagonales, les facettes de l'hexagone peuvent être vues comme des adaptateurs de la logique d'affaires à une certaine manière de communiquer avec le monde extérieur. On va maintenant s'intéresser au composite. Le composite, on l'a déjà un petit peu rencontré dans les chapitres précédents quand on s'est intéressé à la notion de composition. C'est un peu son nom, hein. Donc le problème du composite, c'est comment on fait pour représenter de manière uniforme une hiérarchie d'objets. Un exemple, on va regarder par exemple la notion là d'expression arithmétique. Une expression arithmétique, c'est quoi? C'est ce qu'on voit là. Donc là, on a représenté 2 plus 3 fois 5, donc sous forme arborescente. Et en fait, notre expression arithmétique, c'est ou un opérande numérique, donc 2, 3, 5, ou
quelque chose de composite qui est lui-même une expression arithmétique. On peut dire que cet opérateur composite là, c'est un étoile, donc une multiplication, qui va contenir d'autres expressions arithmétiques, en l'occurrence un numérique qui est 3 et puis un autre opérande qui est 5. Et puis ce plus, c'est une autre opérande composite qui contient, enfin c'est un 2, puis le plus qui contient une opérande composite qui est le 3 multiplié par le 5. Donc l'intention derrière le composite, c'est de formaliser une structuration arborescente. C'est important de garder en tête que le composite sert à fabriquer des arbres et à représenter ces arbres de manière uniforme pour qu'on puisse travailler sur les arbres ou sur les nœuds de la même manière. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est donc on peut traiter les feuilles et les nœuds de manière uniforme et on va pouvoir propager nos comportements pour traiter aussi bien les feuilles que les nœuds. Sur quel concept il repose? Eh bien, il repose sur des concepts qu'on a déjà vus dans les vidéos précédentes et qu'on va reprendre, mais là, on va reprendre d'un point de vue abstrait. Donc, on a un client qui doit être utilisateur de la structure arborescente, et puis on a notre structure arborescente qu'en fait, on va représenter sous la forme d'une abstraction qu'on va appeler un composant. Et un composant du pattern composite, c'est ou une feuille, donc un élément terminal, ou un élément composite. Et un élément composite, eh bien, il est composé, c'est une relation forte, d'un ensemble de composants. Donc un élément composite peut contenir d'autres composites ou peut contenir des éléments terminaux. Une fois que ça c'est fait, vous vous rappelez, l'intention c'était aussi de propager un comportement. Donc on a ce comportement, cette opération qu'on veut faire sur l'élément, eh bien on va pouvoir le réaliser aussi bien dans les feuilles que dans les composites. Et dans cette représentation-là, si on sait que c'est un composite, on va pouvoir ajouter des nouveaux composants ou enlever des composants à notre système pour le modifier dynamiquement lors de l'exécution. Comment ça va fonctionner? Eh bien, mon client, quand il a envie de faire quelque chose avec une feuille, bah, il va simplement lui demander de faire l'opération et puis ça va s'exécuter sur la feuille. Et puis quand il va demander à faire la même opération mais sur quelque chose qui est un composite, d'accord? Mais pour lui, dans les deux cas, c'est un composant parce que les deux réalisent la même interface. Eh bien, ce que va faire le composite, c'est qu'il va appliquer l'opération à tous ses fils. Et donc tous les éléments contenus dans le composite vont à nouveau recevoir l'opération et on va voir que ça se propage récursivement. On va prendre un exemple où classiquement on obtient un composite, c'est la notion de test, par exemple. C'est quoi un test? Eh bien, c'est une assertion. Donc la feuille, ça va être le fait de pouvoir vérifier une assertion. Et puis, ce qu'on a aussi, c'est qu'on peut avoir des suites de tests. Donc une suite de tests, ça contient plusieurs tests ou plusieurs autres suites de tests si on veut faire une représentation hiérarchique de comment on a imbriqué nos tests les uns dans les autres. Donc quand je fais ça, j'ai mon main, qui est mon code de test, qui va avoir un composant abstrait qui est ce que c'est qu'un test, et un test, on va dire dans notre cas que c'est ou une assertion, ou une suite de tests qui est elle-même composée de tests. Je peux faire mon run, donc je peux exécuter chacun de mes tests, donc que ce soit une assertion, ben, on va l'exécuter directement, ou si c'est une suite de tests, on se rend bien compte qu'on va exécuter chacune des suites de tests qui le contient. Pardon. Et puis si on a une suite de tests, on peut ajouter ou enlever des nouveaux tests. Comment ça s'utilise dans le code? Eh bien en fait ça s'utilise assez facilement. Je vais pouvoir créer une suite de tests, et puis dans cette suite je vais rajouter des assertions. D'accord? Donc là je suis bien en train de créer un composite, et puis dans ce composite j'ajoute des éléments atomiques, les feuilles, assertion, assertion, assertion. Je vais créer une autre suite de tests, dans lequel je mets deux autres assertions, et puis je vais pouvoir créer d'autres suites de tests, dans lesquelles je mets des assertions, et puis dans lesquelles je vais pouvoir aussi ajouter eh bien, mes tests d'intégration, par exemple, vont être la composition de mes tests avec le partenaire extérieur 2 et puis mes tests avec le partenaire extérieur 1. Donc je peux fabriquer autant des tests qui contiennent que des assertions simples que des tests qui contiennent d'autres suites de tests. Et puis je peux faire une suite complète qui, elle, contient les tests unitaires, les tests d'acceptation et les tests d'intégration. Donc, vu de l'extérieur, je manipule toujours le même élément et maintenant je suis capable de prendre aussi bien l'exécution d'une simple assertion, c'est un point run. Je peux lancer toute une suite de tests, pareil avec un point run, ou je peux lancer tous mes tests
avec un point .run. Pourquoi? Ben parce que ça, c'est bien un composite. Donc complete va recevoir le message .run. Et ce que va faire complete, c'est qu'il va dire, ben moi je suis composé de unit, accept et integration. Donc je vais faire .run sur integration. Et puis integration, qui est là, il va dire, ah, ben moi je suis composé de ext2 et ext1. Donc je vais faire ext1.run. Puis ext1, c'est quoi? Eh ben moi je suis une test suite qui contient une assertion, donc je vais faire le run de ce truc-là. Vous voyez tous les niveaux d'imbrication qu'on a définis? Eh bien en fait, du point de vue du code, c'est extrêmement facile déjà de 1 de les construire et de 2 de les exécuter parce qu'il suffit tout simplement de dire à l'élément avec lequel on travaille, bah écoute, fais l'opération que je te demande de faire et tout ça va se propager de manière homogène dans le code. Nos conséquences, c'est donc clairement cette structure hiérarchique est simple et uniforme. L'uniformité est vraiment un des points clés du patron composite. C'est facile à étendre avec des nouveaux objets et on peut propager de manière automatique. Il existe des variantes du composite où cette propagation est gérée par le développeur, mais dans l'exemple qu'on a là, cette propagation est automatique. Là où c'est un problème, c'est que c'est potentiellement très rigide en termes de structure, c'est-à-dire que ça ne peut faire que des arbres et ça ne peut faire que des arbres de la hiérarchie qu'on a définie, donc ça peut être un problème à l'évolution. Et c'est pas forcément clair si les composants qu'on contient quand on est un composite doivent être ordonnés ou pas, parce que ça se gère pas forcément de la même manière, c'est pas forcément les mêmes impacts quand on envoie, quand on exécute notre comportement dessus. Donc c'est un point sur lequel il faut faire attention. Où est-ce qu'on rencontre le composite dans la vraie vie? Classiquement, dans les API, dès qu'on a une structure arborescente, c'est très souvent représenté sous la forme de composite. Système de fichiers, interface graphique, compilation, gestion de documents, tout ça, toutes les API reposent plus ou moins intrinsèquement sur des structures arborescentes représentées par un composite. Vous allez voir dans la vidéo suivante un patron de conception qui s'appelle la commande, et le patron composite, il rentre très bien en... Il a une bonne synergie avec le patron commande, parce qu'il permet de faire des commandes qui sont composées elles-mêmes d'autres commandes. Donc vous verrez ça dans la vidéo suivante. Mais donc le patron composite, il sert à composer des éléments structurels, mais il peut aussi être utilisé pour composer des éléments comportementaux, comme on le verra dans la prochaine vidéo. On va s'intéresser ici au patron décorateur. Le patron décorateur, comme le composite qu'on vient de voir, eh bien, on l'a déjà rencontré. C'était ce qui nous avait permis de gérer nos piles de cartes quand on cherchait à composer des comportements. On avait une pile de cartes régulière, une pile de cartes à mémoire, une pile de cartes circulaires, et ainsi de suite. Eh bien, tout ça, c'était géré par ce qu'on appelle un décorateur. Donc là, on va le regarder un petit peu plus dans le détail. L'idée d'un décorateur, c'est de pouvoir changer dynamiquement le comportement d'un objet. Donc, on ne connaît pas forcément ces comportements à l'avance, ils peuvent venir d'adaptations locales, ils peuvent venir de fichiers de configuration, ils peuvent venir de plein de choses. Et en fait, eh bien, ces adaptations, pardon, on ne peut pas les gérer par héritage, parce que les gérer par héritage introduirait une explosion combinatoire, comme on l'avait vu dans les chapitres précédents. Donc ça ne marche pas. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est bien des modifications au niveau de l'objet. C'est un objet en particulier à qui je veux rajouter du comportement et pas toutes les instances de la classe. On va prendre un exemple de vente de café. Donc on s'intéresse à vendre du café et on cherche à calculer le prix d'un café. Et vous savez, quand vous allez dans un café pour acheter du café à emporter, par exemple, vous pouvez ajouter plein de add-ons dans le café. Vous pouvez ajouter du lait de soya, vous pouvez ajouter de la crème fouettée, vous pouvez rajouter un shot d'expresso, vous pouvez rajouter plein de choses. Et on imagine que la combinatoire de tout ce qui est disponible dans un café, eh bien, forcément, ça ferait beaucoup trop de classes et ça n'aurait pas de sens de maintenir une telle hiérarchie de classes. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est calculer le prix du café. L'intention qui est derrière ça, c'est on va vraiment donc travailler au niveau de votre propre café quand vous voulez le fabriquer, et on va dynamiquement attacher des capacités additionnelles à cet objet. Donc j'ai un café dans lequel je vais ajouter de l'arôme vanille, dans lequel je vais ajouter du lait de soya, dans lequel je vais ajouter un autre shot d'expresso par exemple, et ça va enrichir sa capacité initialement présente. Donc clairement on est sur quelque chose qui est plus flexible que de l'héritage parce qu'on va pouvoir le modifier à l'exécution. Donc comment ça fonctionne d'un point de vue structurel en UML? On a notre composant qui va être dans un premier temps le composant concret, donc l'élément qu'on va vouloir décorer.
Eh bien ça serait notre café par exemple, c'était notre pile de cartes dans les exemples précédents, et c'est ce composant-là qui sait faire quelque chose, il sait rendre un service, il sait faire une opération. Et puis ensuite, on va avoir notre décorateur. Un décorateur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un composant, donc ça va se faire passer pour un café, ça va se faire passer par une pile de cartes, mais ça contient une référence vers son prédécesseur. Ok. Et le décorateur, pour l'instant, il est abstrait, il a juste cette composition-là vers un autre composant. Et la seule chose qu'il va être capable de faire quand on va l'implémenter, c'est aller modifier cette opération, rajouter de l'information, rajouter du comportement au moment où on va appeler l'opération. On est vraiment en train de décorer, de rajouter des trucs sur un comportement existant. Ce qui fait que quand je vais demander à mon objet décoré de faire quelque chose, lui il ne sait pas le faire, donc il demande au suivant, et ainsi de suite jusqu'à arriver au comportement initial du vrai café. Là on va pouvoir calculer un prix, et puis ensuite, à partir de cette réponse, on va pouvoir ajouter le prix de la dose d'expresso supplémentaire, on va pouvoir ajouter le prix de la crème fouettée, et puis on va pouvoir renvoyer cette information-là. Donc là, on est bien sur un patron qui repose intrinsèquement sur de la notion de délégation. On a enrobé chacun des objets par un nouvel objet qui rajoute de l'information, et puis on va pouvoir traverser toute la chaîne d'objets pour obtenir le vrai comportement, et ensuite, pimper la réponse. Donc pour revenir sur notre idée, on a dans notre cas à gauche la notion de café. Puis la notion de café, ça peut être potentiellement compliqué. On a par exemple des cafés un peu fancy et puis du café régulier. Donc ça, chacun va définir sa méthode getPrice, qui est getPrice devrait être dans Coffee d'ailleurs, qui va donner le prix du café fancy ou du café régulier. Ensuite, le décorateur, c'est lui aussi une boisson. Donc, non, getPrice était défini là, pardon. Donc, c'est lui aussi une boisson qui va définir ce que c'est que getPrice. Mais quand on crée un décorateur, on le branche sur une autre boisson. Il définit getPrice qui est l'opération. Et on va pouvoir faire un décorateur pour le lait de soya, on va pouvoir faire un décorateur pour le shot d'expresso, on va pouvoir faire un décorateur pour potentiellement faire une remise étudiante quand vous allez au café qui sont à la foire alimentaire du PK. Et on va pouvoir donc brancher les objets les uns devant les autres pour obtenir le prix. Plutôt que de vous le faire sur un diagramme de séquence qui était un petit peu difficile à lire, on va le faire sur du code. Donc, si je m'intéresse à vendre du café, eh bien, je vais pouvoir afficher une boisson pour un café régulier, puis afficher une boisson pour un café un peu fancy. Qu'est-ce que fait l'affichage d'une boisson? Eh bien, tout simplement, ça affiche la boisson suivie de son prix. Ok. Pour ajouter des extras, qu'est-ce que je vais faire? Si je veux faire un café régulier avec du lait de soya, il me suffit d'enrober le café régulier dans le décorateur lait de soya. Donc je vais décorer mon café régulier avec du lait de soya. Si je veux rajouter un shot d'expresso, je vais décorer un café ici fancy avec un shot d'expresso. Si je veux un café fancy avec de l'expresso avec du lait de soya, pareil, je vais enchaîner les créations d'objets comme ça. Je veux un café régulier avec 2 shots d'expresso, eh bien je vais rajouter un shot d'expresso suivi d'un autre shot d'expresso. Donc on a bien cette notion de composant régulier, et puis je vais décorer, je vais rajouter des trucs sur cet objet régulier. Quelque chose qui est intéressant à regarder, c'est que l'ordre dans lequel on applique les choses va être important. Parce que, typiquement, si je prends un café régulier et que je lui applique un discount, donc je fais un rabais de 20% pour les étudiants, là ça marche bien. Si je fais un café régulier, que je rajoute un shot d'expresso et que je fais mon discount de 20%, mon rabais est appliqué comme il faut, donc ça fonctionne plutôt bien aussi. Mais comme par typage, rien ne m'oblige à suivre un ordre particulier dans l'ajout des décorations, si je fais un café régulier, que là j'applique ma remise, et qu'ensuite je fais mon shot d'expresso, très clairement le shot d'expresso n'aura pas le rabais de 20% à destination des étudiants. Donc potentiellement ça peut poser problème. Et comment tout ça, ça s'implémente dans le code? Alors oui, ça prend tout un ensemble de petites classes, ça va être un des problèmes du patron décorateur, c'est qu'on va traiter plein de toutes petites classes. On va avoir la notion d'extra, qui implémente le fait que c'est une boisson, et qui va bien se brancher à la boisson qui était avant lui. L'extra, il connaît donc la boisson avant lui, et il va faire des choses pour calculer son nouveau prix. Et donc un shot d'expresso rajoute 80 cents au prix régulier,
du lait de soya ajoute 1,25$ sur le prix régulier. Et puis un café régulier, ça coûte 2$. Et puis un café fancy, ça coûte 3,25$. Et la composition de tout ça fait que maintenant, on peut agencer tous ces éléments-là les uns avec les autres pour fabriquer eh bien, les objets décorés qui nous intéressent. Les conséquences de l'utilisation du décorateur, c'est clairement plus de flexibilité qu'avec une approche par héritage, hein, comme on l'a dit, et surtout on n'a pas de surcharge initiale de la classe, c'est-à-dire qu'on a simplement nos objets qui existent, et puis on va réimplémenter leurs interfaces pour décorer ces objets-là, mais on ne touche pas à l'objet initial. Donc c'est ça qui est vraiment important, le décorateur et le composant qui le décore sont bien deux objets différents. Ça, il faut être conscient que c'est une force et une faiblesse. C'est une force parce que ça permet de maintenir l'isolation et l'unicité des responsabilités. J'ai la responsabilité d'être un café, j'ai la responsabilité d'être un extra shot d'expresso, et donc je ne mélange pas ces deux choses-là. Par contre, on va bien avoir à l'exécution une gestion de l'égalité qui est potentiellement difficile, parce que eh bien, mon égalité entre deux cafés, elle est plus vraie si je suis un café enrobé dans du lait de soya. Parce que eh bien, j'ai rajouté de l'information. Et je suis plus le même type. Je suis maintenant du soy milk et je suis plus un café regular. Et le truc qui est vraiment intrinsèque à la démarche, donc qui est le prix de sa force, c'est qu'on se retrouve à avoir plein de tout petits objets et beaucoup d'envois de messages entre ces objets. Où est-ce qu'on rencontre le décorateur dans la vraie vie? Dans pas mal de gestion d'interfaces graphiques, quand on définit des interfaces graphiques, eh bien on se retrouve à créer des éléments de base et puis à leur rajouter des informations supplémentaires. Très souvent, quand on met en forme des documents, c'est un peu l'esprit qu'il y a derrière CSS. On a des documents de base sur lesquels on va rajouter de l'information. Si vous ouvrez un fichier docx ou si vous ouvrez un fichier LibreOffice, en fait c'est un zip qui contient des informations au format XML. Et puis vous allez voir dedans qu'il y a cette notion de décoration qui s'applique à un texte initial. Et puis en fait, le décorateur, si vous avez déjà utilisé des entrées-sorties en Java par exemple, vous l'avez clairement rencontré. Puisque quand vous créez un buffered reader à partir d'un file reader, à partir d'un file, et ainsi de suite, vous êtes tout simplement en train de décorer votre accès au fichier en question. On va maintenant s'intéresser à un autre patron structurel qui est la façade. Et l'objectif de la façade, c'est de nous permettre de gérer des systèmes plutôt complexes. Donc le problème qu'on va manipuler là, c'est on est sur un système gros, large, qui possède un ensemble d'interfaces complexes, et puis il faut coordonner tout cet ensemble d'interfaces. Si on fait ça, ben notre client il doit se coupler avec chacun des sous-éléments du système, avec chacune des interfaces. Vous vous rappelez, au tout début, on a parlé d'un domicile intelligent, et puis on avait les lampes intelligentes, la télévision intelligente, potentiellement les serrures intelligentes, les volets, les rideaux, le système d'arrosage de la maison, et puis ainsi de suite. Et donc, le système qui va piloter ça, eh bien, il faut qu'il soit capable de se brancher à chacun de ces sous-systèmes. Et, euh, et donc on est vraiment dans cette situation où on est très couplé à plein de tout petits systèmes, potentiellement très complexes à manipuler. On va rester un peu dans l'idée de la maison intelligente, mais là on va juste zoomer sur un système de son dans lequel on a bien un ampli, on a un lecteur de DVD, on a un lecteur de CD, on a un projecteur, on a des lumières, on a un écran, on a une machine à popcorn, on a tout ce qu'il faut pour passer une bonne soirée devant la télé. Et bien là, ce qu'on se rend compte, c'est que pour basculer en mode télé, il va falloir configurer l'ampli, il va falloir configurer le tuner, il va falloir configurer l'écran, allumer la machine à popcorn, gérer les lumières, allumer le projecteur, et ainsi de suite. Donc c'est potentiellement beaucoup de petits objets qu'il va falloir configurer pour basculer en mode Netflix ou pour basculer en mode, bah non, là je suis en train de regarder un match par exemple. Donc l'intention, c'est de permettre de continuer à faire évoluer les sous-systèmes, que chacun de ces éléments pris indépendamment puisse vivre sa vie et puis qu'on puisse les changer, faire des évolutions. Et on veut pouvoir donc découpler le client du sous-système. On ne veut pas que tous les clients aillent parler directement au système DVD, aillent parler directement au système de télé, aillent parler directement au système de lumière, à la machine à popcorn et ainsi de suite. Ça ferait beaucoup trop de couplage, chacun devrait avoir une connaissance totale de ce qui est à disposition dans le domicile intelligent et ben, ça poserait vraiment des gros problèmes d'évolution sur le long terme. Donc l'idée de la façade, c'est de fournir une interface unique et simplifiée.
qui va jouer le rôle de zone tampon. Ça va isoler notre consommateur de tous les services fournis à l'intérieur de la maison. Et en fait, on a notre système potentiellement complexe qui est à gauche, donc on a tous ces objets qui fournissent chacun euh, plein de méthodes, donc on est capable de répondre à plein de messages différents pour configurer la télé, configurer l'arrosage, configurer les volets, configurer la fermeture de la porte par exemple, et tout ça. Et puis ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va définir des sortes de gros processus d'affaires qui sont des configurations types de ces objets-là, et on va les mettre dans la façade. Et en fait, c'est la façade qu'on va exposer à l'extérieur. Et pour notre client, il va simplement dire, bien écoute, fais ça pour moi, bascule ma maison en mode Netflix, et donc la bascule en mode Netflix va faire que la façade va parler avec la télévision, va parler avec la lumière, va parler avec la machine à popcorn, et ainsi de suite. Et donc ce processus métier, ça va être une sorte de directeur, de chef d'orchestre pour tous les autres objets. Les conséquences immédiates de ça, ça facilite l'utilisation du système très clairement et ça diminue le couplage. C'est beaucoup plus flexible que de jouer sur des visibilités publiques-privées ou sur de l'encapsulation à long terme parce que ça nous permet potentiellement d'outrepasser la façade. Si on revient sur l'exemple précédent, on se rend compte que en fait, le client il pourrait directement parler à A. Parce que peut-être que le processus métier là, il n'est pas complètement consistant et il n'est pas complètement utile à ce qu'on voulait faire. Donc ça peut nous permettre, plutôt que de jouer sur de la visibilité qui est gérée au niveau de la compilation et qui n'est plus changeable une fois que le programme a été compilé, on peut utiliser la façade pour faire émerger des usages. On va fournir des processus d'affaires type au démarrage, et puis si les gens commencent à systématiquement outrepasser un processus pour faire autrement, on va pouvoir prendre cet usage et puis en fabriquer, en faire un nouvel élément de la façade. Un inconvénient immédiat que vous voyez ici, c'est que là, on est dans une optique où notre système n'est pas très objet, parce qu'en fait, on a ce chef d'orchestre qui va piloter chacun des objets. Mais il faut être conscient que c'est exactement un peu l'idée d'une façade. L'idée d'une façade, c'est de gérer l'assemblage de plein de systèmes qui sont un petit peu isolés les uns des autres et sur lesquels il n'y a pas vraiment fortement de cohésion. Et ça va nous permettre aussi de modifier le système sans modifier le client. C'est-à-dire que comme le client il ne parle qu'à la façade, tout ce que je fais après la façade, le client ne le voit plus. Donc je peux changer complètement, je peux refactorer complètement mes objets, je peux changer toutes les interfaces à l'intérieur. Tant que j'expose toujours une façade qui fait la même chose pour mon client, eh bien pour lui ça change absolument rien. Où est-ce qu'on va rencontrer ce patron dans la vraie vie? Eh bien, très classiquement, on va le retrouver dès qu'on parle sur des notions d'interface. Typiquement en application répartie, interface de service. C'est encore plus vrai dans les interfaces de microservices. Le mot-clé, c'est API Gateway. Et en fait, dans une API, la passerelle, son objectif, c'est justement de faire le lien entre le monde extérieur et la complexité de tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur d'un écosystème de services ou de microservices. Puis on retrouve à peu près la même chose dans les applications par composants quand on cherche à faire de la promotion ou de l'exposition d'interface. On va arriver à mettre en avant quelque chose qui est le bon point d'entrée dans un système complexe pour un client et on veut que le client il ne connaisse pas toute cette complexité-là. Pour finir, on va s'intéresser au proxy. Et l'idée du proxy, justement, ça va être de fournir un substitut à un objet auquel on n'a pas forcément accès. Donc, c'est pas vraiment un adaptateur, parce que l'adaptateur sert à transformer une information en une autre information, c'est une traduction entre guillemets. Là, le proxy, son objectif, c'est vraiment de dire, j'ai un objet qui existe, mais je peux difficilement lui parler, parce qu'il est sur le réseau, parce qu'il est sur un disque, parce qu'il est trop gros pour qu'on lui parle dans sa totalité. Donc on va fabriquer un substitut, et puis on va interagir avec le substitut tant qu'on peut se passer du vrai objet. Un exemple de la vraie vie de ce qu'est un proxy, c'est par exemple un chèque. Vous avez une somme d'argent qui existe quelque part et qui va représenter un paiement, mais vous pouvez tout à fait payer par chèque. Votre chèque, ce n'est pas des dollars émis par la Banque du Canada. C'est un ordre qui, une fois encaissé, vous permettra d'accéder aux vrais fonds. Et donc, on est dans la situation où les vrais fonds sont l'objet, le sujet qui nous intéresse, mais qui n'est pas accessible parce qu'il est enfermé dans un coffre de banque. Et le chèque est un proxy qui permet de représenter le paiement sans qu'on ait pour autant accès à l'argent qui est dans le coffre de la banque.
L'intention qui est derrière ça, c'est encore une fois de séparer l'interface de l'implémentation, hein. C'est quelque chose qu'on retrouve quasiment tout le temps dans tous les patrons de conception parce qu'on cherche à travailler au niveau des abstractions. Et on va vraiment ici réifier donc ce qu'on appelle le concept de procuration. Le fait de dire le chèque est une procuration vers une véritable somme d'argent. Cette véritable somme d'argent, elle est inaccessible pour le moment, mais le chèque, je peux l'écrire et je peux le donner à quelqu'un. Donc je peux le rendre accessible. Et puis je vais pouvoir utiliser ça pour faire un paiement, donc je vais travailler avec le substitut plutôt qu'avec le vrai objet. Comment ça se fait d'un point de vue UML? Eh bien on a toujours notre client qui va travailler avec un sujet, et puis le sujet est capable de réaliser une opération, mais cette opération, ou c'est le vrai sujet, et il sait vraiment faire l'opération, ou on parle au proxy, et puis il va savoir faire l'opération dans une certaine mesure, et puis ce proxy, donc il pointe vers le véritable sujet. Fait que mon client, il est capable de parler au vrai sujet, donc il est capable de parler, dans notre cas précédent, à la vraie somme d'argent, on peut la compter par exemple, donc ça c'est ce qui se passe là. Et puis notre proxy, on peut le créer, et puis on peut faire des trucs avec, hein, jusqu'au moment où on a vraiment besoin de réaliser une opération sur le vrai sujet, où là potentiellement il va falloir aller parler au vrai sujet, et ça serait potentiellement consommateur de ressources. On va prendre un exemple où on va s'intéresser à faire un système avec du cache. Donc, on a un registre de numéros de téléphone dans lequel on peut faire get phone number, où on passe le nom de quelqu'un et puis ça nous donne son numéro de cellulaire. On a le vrai registre qui est potentiellement distant, accessible à travers un réseau et qu'on ne veut pas forcément toujours utiliser. Et puis on va avoir un registre avec de la mise en cache qui lui va être le proxy sur lequel on va travailler. Et en fait, quand on va vouloir récupérer un numéro de téléphone, eh bien, on va demander au proxy s'il le connaît. S'il le connaît, on va récupérer celui-là. Et s'il ne le connaît pas, eh bien, le proxy va aller consommer le véritable objet, donc consommer de la ressource, récupérer l'information, stocker l'information en local et renvoyer cette information-là. Donc les conséquences immédiates, c'est que l'inaccessibilité du sujet est transparente. C'est-à-dire que là, j'ai essayé de faire en sorte de stocker les informations en local et tant que je peux ne pas parler au vrai objet, eh bien je le fais pas. Je peux très facilement changer proxy par sujet dynamiquement, parce que ce sont des objets. Donc je peux changer les références en cours de route, typiquement pour adapter mon logiciel. Je viens de basculer mon téléphone en mode avion, et donc j'ai plus accès au réseau, et bien je peux tout à fait utiliser un proxy qui va représenter les services distants que j'avais avant. Et puis ces services, ils vont simplement essayer de faire du mieux qu'ils peuvent, et puis dès qu'ils auraient vraiment besoin du réseau, afficher un message d'erreur qui dit bah, écoute, non là tu peux pas, t'es en mode avion, c'est pas possible. Mais j'aurais eu donc ce mode dégradé assez facilement. J'ai aussi le fait que le proxy n'est pas une extension du sujet, donc on n'a pas de relation entre les deux, c'est simplement une réplique au même niveau dans la hiérarchie. Donc ça me donne quand même pas mal d'avantages. Où est-ce que je peux rencontrer ça dans la vraie vie? Eh bien en fait, vous avez déjà été au contact avec des proxys et souvent vous vous en êtes même pas rendu compte, et ça veut dire que c'est des bons proxys. Typiquement, quand vous chargez une image, vous avez peut-être toutes vos photos sur Google Photos. Eh bien, quand vous affichez vos images, la première photo qui est affichée, c'est pas la vraie photo, c'est un proxy vers la photo. Pourquoi? Parce que si votre image a fait 22 gigas, eh bien, il va pas vous afficher 22 gigas fois toutes vos images. Ça aurait pas de sens. Ce que va faire Google, c'est qu'il va vous afficher une image sous-échantillonnée qui est beaucoup plus raisonnable pour un chargement à travers le web. Et c'est quand vous allez cliquer sur l'image que là, il va aller récupérer la vraie image. C'est très classiquement ce qui se passe sur les grosses photos satellites, par exemple. Quand vous gérez des droits d'accès, très souvent, vous avez un élément, et puis cet élément, en fait, il est enrobé dans un proxy. Ce proxy gère si vous avez le droit d'accéder ou pas à l'élément, et si vous n'y avez pas droit, il va vous barrer l'accès en vous disant non, tu ne peux pas accéder à cet élément-là, c'est impossible pour toi. C'est très souvent quand vous utilisez des objets distants aussi, quand vous avez du code qui parle à un autre objet qui est stocké sur une autre machine et à laquelle vous communiquez à travers laquelle vous communiquez avec le serveur. La plupart des approches classiques vous fournissent en fait un objet local que vous manipulez comme s'il était sur votre machine. Mais en fait, cet objet local, ce qu'il fait, c'est qu'il va envoyer les informations à l'objet distant, récupérer les réponses et vous les donner. C'est ce qui se passe avec RMI en Java pour faire des applications distribuées, c'est ce qui se passe avec les stubs
quand vous consommez des contrats de web service, par exemple, tout ça, c'est lié à ça. Puis si vous avez déjà utilisé des frameworks de test type Mockito, qui vous permettent de faire des bouchons, eh bien, vous avez tout à fait la possibilité, avec un bouchon, en fait, vous êtes en train de fabriquer un proxy, parce que votre bouchon n'est pas un vrai objet, votre bouchon est un proxy vers ce qui aurait dû être le vrai objet. Voilà qui conclut notre catalogue, entre guillemets, notre exploration des patrons de conception structurelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et puis à bientôt pour la suite.